Vous écoutez Déracine, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui sont parties de chez elles pour aller s'installer ailleurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ou un pouce sur YouTube. Cela améliore le référencement du podcast et permet aux personnes de le retrouver plus facilement. Pour ce 8e épisode, nous sommes avec Karamoko. Comme dans l'épisode précédent, les transitions peuvent vous sembler un peu abruptes. C'est dû à des difficultés d'enregistrement car ça a été enregistré à distance. Et pour cet épisode, la qualité est plus faible que la plupart des autres épisodes. Cependant, on comprend quand même très bien ce que dit Karamoko. Je pense que c'est quand même très intéressant, donc j'avais quand même envie de vous offrir cet épisode. Bonne écoute. Bonsoir Karamoko. Bonsoir Margot. Alors, tu as 34 ans. Tu es arrivé à Paris en janvier 2014. Tu viens d'où à la base? Et en fait, je suis ivoiro-malien. Je suis ivoirien et malien à la fois. Donc, mais je me sens plus malien qu'ivoirien. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es arrivé à Paris cette année-là? Je suis arrivé à Paris effectivement en janvier 2014. C'est dans le cadre d'une activité professionnelle. Du coup, depuis 2012, suite au coup d'État au Mali, sur le président Amadou Touré, déjà, la situation du pays ne donnait pas de perspective. Et nous, je travaillais au Festival au Désert, et compte tenu de mon engagement syndical étudiant, j'ai eu beaucoup de soucis avec des camarades étudiants avec qui je n'étais pas du même bord politique. Donc, on n'avait pas la même ligne politique. Donc, je suis arrivé à Paris dans le cadre professionnel et j'ai décidé, compte tenu de certains paramètres, de rester dans lequel il y avait l'aspect sécuritaire pour moi personnellement, vu que le Mali était enclin à une forme d'instabilité qui ne disait pas son nom avec l'arrivée des djihadistes et autres. Donc, certains camarades en lien à l'époque avec la junte en profitaient pour régler les comptes avec les gens. Donc, pour ma propre sécurité, j'ai décidé de rester à Paris après la mission officielle qui m'a envoyé en France. Ah oui, donc en fait, tu as su que tu t'installais en France pendant que tu y étais. C'était pas du tout quelque chose de préparé alors? Ou tu l'envisageais ou... Ah, c'était pas vraiment quelque chose de prémédité, hein. C'était vraiment pas quelque chose de prémédité. Parce que moi, à la base, j'étais au Burkina de 2000, juste après le coup d'État, j'ai quitté Bamako. Donc, le travail s'était arrêté. Et donc, on a dû replier sur le Burkina pour avoir une base. Donc, moi, je suis arrivé à Abidjan pour terminer mon DESMA en marketing et vente au niveau d'Abidjan. Et je suis retourné à Ouaga pour continuer le travail. Et donc, c'est de Ouaga, juste en fin 2013, quand je suis arrivé à Bamako, j'ai vu que la situation ne permettait pas. Donc, imaginez de novembre jusqu'en fin décembre, j'avais vraiment pas mal de soucis avec les camarades qui voulaient en découdre. Et donc, du coup, quand j'ai eu l'opportunité d'aller en France, je me suis dit que, bon, comme j'étais en France, il fallait que je reste pour moi, pour ma sécurité et puis pour me construire. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé en France. D'accord. Et tu étais déjà venu en France avant cette fois-là? Non, et je t'ai jamais venu en France avant cette fois-là. C'était ma toute première fois. Ça ressemblait à ce que tu imaginais de la France? Dans un premier temps, non. Parce que d'abord, j'arrive pas en France directement. J'arrive à Berlin, à Alexanderplatz, je fais mon activité. Et comme j'ai pas de lien vraiment linguistique avec Berlin, l'allemand c'était compliqué pour moi, même si c'était ma langue secondaire, vivante secondaire au lycée. Et donc, je décide de venir en France. J'avais le choix entre rester en Allemagne et en France. Je suis devenu en France. Et quand j'arrive en France, j'arrive à Gare de l'Est. On vient me chercher. Et vraiment, j'étais vraiment comme subjugué. J'étais arrêté, je comprenais pas tout ce monde. J'étais comme hypnotisé quand je suis arrivé à Paris. Et quand j'ai vu des gens j'ai vu des gens dehors dans le froid, je me suis dit waouh, dans quoi est-ce que je me suis emballé comme ça et dans quoi est-ce que je me suis embarqué. Donc voilà. Et donc, en fait, en France, tu étais accueilli par de la famille? Oui, en France, je suis accueilli par mon ami qui m'accueille, qui me donne un toit, et voilà, qui me dit, bon, tu as décidé de rester, c'est pas méchant en soi, mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc, mon ami, il va me mettre dans une forme de coloc avec une personne que je connais. Donc, je fais la coloc avec cette personne.
cette coloc ne va pas durer longtemps parce que ça tourne mal. Donc, je me retrouve dans une situation où je suis à la limite poussé à la rue. On veut, où je suis vraiment jeté à mon sort un matin, je dois quitter la maison, je n'ai ni endroit où partir. Et j'ai une connaissance qui va devenir mon ami par l'événement des choses, par le trébuchement des choses. Donc, cette personne va m'accueillir chez lui et je reste un temps. Pendant ce temps, je me dis, bon, à Paris, vraiment, vu un peu le petit niveau que j'ai fait des études, donc quand je vois un peu comment les gens triment pour avoir du boulot, quand on est en situation irrégulière, donc je me dis, bon, en attendant que ça se tasse sur moi au pays, donc je peux aller à l'école. Et c'est là que j'entreprends les démarches, je rentre en contact avec l'association étudiante, dans l'UNEF, l'UNI et autres. Donc, je vais à Paris 8, je vais à Paris 3. C'est comme ça que on me donne des conseils que je peux postuler sur les différentes plateformes et je postule. C'est là que je suis accepté dans 3 universités. Je suis accepté à l'université de Rouen, à Saint-Étienne. Je suis accepté à Paris 8, je suis accepté à Paris 3. Et comme Paris 3 avait le label Sorbonne, et comme étant un jeune francophone, on sait tout ce que Sorbonne, voilà, c'est la classe, c'est tout quoi. Donc j'ai flashé pour la Sorbonne. Donc c'est ce qui m'a envoyé à m'inscrire à la Sorbonne Nouvelle à Paris 3 pour faire des études de lettres modernes. Ok. Et oui, je pense qu'on peut dire qu'on s'est rencontrés quand même à Paris 3 justement dans une association d'étudiants et qu'à ce moment-là, du coup, toi, tu avais des difficultés au niveau de ce qui était administratif. Est-ce que tu veux bien en parler un petit peu de comment ça s'est passé? Oui, donc là, je débarque à Paris 3. Comme j'étais déjà engagé dans les associations étudiants au niveau du Mali, donc je débarque à Paris 3. Je vois l'UNEF qui m'a beaucoup aidé. Donc, j'adhère à l'UNEF et donc je commence à méditer et je comprends un peu le fonctionnement de l'UNEF, je vois un peu les différentes tendances qu'il y a. C'est là que je vois un peu que la tendance qui m'était à l'époque qui allait vraiment dans ma vision des choses, c'était l'attaque. Donc, c'est là que je rencontre des personnes formidables, et dont toi, Margot, Jeanne et Julia, et avec qui vraiment on va faire chemin jusqu'à ce que vous ayez votre diplôme, à ce que vous quittez la fac. Et moi, je suis resté encore à la fac. J'ai continué à militer jusqu'à ce que l'âge ne me convenait plus. Donc, j'ai dû prendre ma retraite. Donc, à l'UNEF, je vais rencontrer des personnes formidables et qui vont m'aider dans ma procédure de régularisation. Donc, je prends contact avec le RUSF, qui est le réseau Université sans frontières. Avec ce réseau, on commence à militer, on commence à faire des activités pour pouvoir être régularisé. C'est là que, quand j'ai validé ma licence pour commencer la première année de master, c'est là que je me suis vu obtenir le fameux Sésame, le Sésame qui donnait enfin la liberté, la mobilité. Et voilà, c'est là que je pensais que mes problèmes allaient finir quand j'allais être régularisé. C'est là que je rentre encore dans une forme de cassette administrative qui était un tout vicieux qui chaque année, on se retrouvait avec l'épée de Damoclès sur la tête. Chaque année, on ne savait pas si on allait être renouvelé ou pas. Il fallait être à la préfecture les matins. Donc vraiment, c'était une vraie galère, quoi, en somme. Et même cette galère, elle continue toujours même aujourd'hui. C'est vrai que clairement, le titre de séjour, c'est pas fait pour être facile, quoi. Ils ont bien fait en sorte que ce soit compliqué. Et en dehors du côté administratif, est-ce que tu as trouvé que c'était accueillant, Paris? Les gens? Non, Paris, en somme, Paris, je ne sais pas. Paris, c'est une ville qui a ses codes. Paris, c'est Paris, quoi. Et donc, quand on vient à Paris, avec la culture qu'on a, déjà à Paris, quand on vient, les gens nous regardent comme si on venait d'une autre planète, parce que compte tenu de l'accoutrement, on sait qu'on n'est pas parisien. Dans le métro, juste la manière de regarder quelqu'un dans le métro, on sait juste qu'on n'a pas les codes. Donc, on se retrouve à Paris comme si on était laissé à notre propre sort. On est au milieu de des centaines de personnes dans le métro, mais on est là, c'est comme si on n'était pas là. Donc, il y a pas cette forme d'intégration où tu peux dire bonjour à quelqu'un, ou quelqu'un peut juste le sourire de quelqu'un quand tu es un peu déprimé. Mais à Paris, c'était pas ça. C'était à Paris, c'est comme si on était seul dans le désert. Alors qu'on était vraiment dans une ville, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de mouvements. Mais il y avait cette solitude, il y avait, voilà, cette froideur parisienne qui ne dit pas son nom.
Et du coup, comment t'as réussi à te faire des amis? Au départ, j'étais obligé de rester en communauté parce que c'est ce que Paris nous offre la première fois quand on vient en France ou à Paris. La France nous rejette à nous-mêmes. Elle nous dit, bon, vous n'êtes pas compatible avec les autres, allez-y en vous. Et donc, j'essaie de voir des Ivoiriens, des Maliens, des Sénégalais. Mais j'ai vu que non, quand on vient en France, il y a pas que la communauté qui est importante. Il y a les autres qu'il faut découvrir. Moi, je suis allé vers les autres, donc c'est vrai que je me suis engagé comme bénévole à Solidarité SIDA. Je fais des actions de bénévolat dans plusieurs associations pour découvrir les gens. Et donc, j'ai parti à la recherche des personnes, d'autres cultures. Et donc, avec mes activités au niveau de l'UNEF, ça me permettait de voyager pour aller dans les différentes facs, pour aller faire des activités étudiantes. Donc, ça m'a permis de découvrir toute la France, du moins les grandes villes, toutes les grandes villes de la France. Donc, j'ai connu un peu la France, j'ai connu un peu les gens. Je me suis dit, bon, même à Paris, j'ai découvert un peu les gens. Je me suis dit, j'ai vu que la réticence des Parisiens, c'était pas comme si c'était des gens, c'était pas comme si c'était des personnes toutes pourries, mais il y avait des bonnes personnes, il y avait des bonnes âmes qui communiquaient avec les gens. Il fallait juste savoir s'y prendre, il fallait juste, voilà, maîtriser les codes parisiens. Et voilà, pour pouvoir les approcher, pour pouvoir discuter un peu avec eux. Donc voilà, donc c'est cette forme d'intégration, comme on appelle aujourd'hui avec le discours politique, que j'ai essayé de m'accaparer. Donc j'essaie de comprendre un peu comment les gens fonctionnaient à Paris. J'ai essayé un peu d'aller vers eux. Et avec le temps, je me suis intégré entre guillemets. Voilà, donc je venais vers les gens, je discutais un peu avec eux, je les comprenais. Et voilà, c'est comme ça que ça a décollé à Paris. Sinon, au début, c'était pas vraiment facile. Et même aujourd'hui encore, c'est déplorable. Mais quand on arrive en France tout nouveau, on n'a qu'un choix, c'est notre communauté, c'est le repli, et voilà. Oui, c'est vrai que toi, tu t'es quelqu'un de très engagé. Comme tu l'as dit, tu étais dans pas mal d'associations, donc ça a dû bien t'aider. Tu te sens mieux dans d'autres villes alors que Paris? Oui, dans d'autres villes que Paris. Par exemple, j'ai une ville que j'aime bien. J'aime d'abord le nord de la France, Lille. Ouais. Et j'aime également aussi un peu le sud, j'aime Nîmes. Mais Lille, par contre, la particularité, c'est que Paris, c'est une forme d'engrenage. Paris, c'est un aimant. Ça attire. Donc, moi, pour pouvoir déstresser de Paris, Paris, c'est une ville, quand on aime, on ne peut pas quitter Paris. Les musées, toutes les activités culturelles qu'on y a à Paris. Donc, et moi, par exemple, quand je partais, par exemple, dans d'autres villes, comme Lille ou comme Nîmes, ou même peut-être hors de la France, j'avais hâte de retourner à Paris. Mais quand je retournais à Paris, la première chose que je constatais quand je traînais dans le tour de métro, c'était la misère que je voyais. Voilà, les personnes qui sont là, qui demandent juste un ticket pour moi, juste quoi, deux, trois pièces pour dormir au chaud. Et je me dis, mais bon, Paris, avec tout ce qu'on a, tout le savoir qu'on a, et puis bah, vraiment, ça me faisait quelque chose. Je me disais que ouais, bah, c'était comme ça Paris. Voilà, c'était ça aussi Paris. Il y avait tout ce on avait tout ce qui était de lumineux, de beau, d'extraordinaire. Il y avait tout ce qui était de miséreux, de misérable et puis de sombre. Ouais, ouais, je comprends. Par rapport à la langue française, donc toi, tu étais francophone quand t'es arrivé. Tu peux me dire, c'est quoi tes langues maternelles? Ma langue maternelle, c'est le malinké. C'est le malinké, c'est une langue nigéro-congolaise qu'on parle sur le long du fleuve Niger. Le fleuve, c'est Congo. Donc, c'est une langue qui est parlée un peu partout au Mali, au Sénégal, au Burkina, ça et là, même au Congo. Ok. Donc, bon, on a connu le français parce que le français, c'est la langue officielle de nos pays, parce que la France nous a colonisés. Donc, ce lien étroit qu'on a avec la France, voilà, d'ailleurs, c'est ce mobile-là qui était un des facteurs qui a poussé mon choix sur Paris. Si c'était l'Allemagne qui avait colonisé mon pays, je serais parti en Allemagne. Ouais, bien sûr. Et tu parlais déjà français. Est-ce qu'il y a quand même eu des choses, t'as vu des différences dans le français que tu parlais et le français que parlaient les Français à Paris ou même ailleurs ou... Si, il y a une très grande différence. Il y a une très, très grande différence parce que déjà, quand on va sur l'aspect psycholinguistique. Par exemple, il y a des mots, par exemple, que nous on le dit. Par exemple, je me rappelle, j'étais à ma première fête de l'humanité.
Ouais. ou c'était, je sais pas, c'était Manu Chao qui était là, ou après, moi j'écrivais Bissé, Bissé. Il y a une française, je dirais pas française de souche, mais française qui n'a que le français comme langue. Ouais. Voilà. Donc, qui veut ça, Bissé, ça veut dire quoi? J'ai dit Bissé, ça veut dire que je demandais encore qu'il rejouait. Et qui était étonné de savoir que, voilà, c'était un mot français. Et donc voilà, donc quand on discutait, moi il y avait des mots que je disais, qu'ils ne connaissaient pas, alors que ils avaient plusieurs synonymes du mot dans leur vocabulaire, mais moi je comprenais pas. Donc voilà, il y avait cette particularité parce que nous on parlait un français vraiment propre à nous. C'est un français qui est purement malien, qui est purement ivoirien, qui est purement guinéen avec la psychose, avec la psycholinguistique malienne, avec la psycholinguistique ivoirienne. Donc, il y a des mots que nous, on arrive à dire, et puis la manière même de dire. Par exemple, je vais pas faire un coup de nous, si par exemple, je dis, il est dit. En fait, même avec juste la tonalité, nous, on sait faire la différence entre ce qu'on veut dire. D'accord. Alors que c'est les mêmes mots, c'est les mêmes consonnes, c'est les mêmes voyelles, mais juste avec la tonalité, on sait faire la différence. Ouais, je vois. Oui, c'est vrai que le français est plus, mais même par rapport à beaucoup d'autres langues, plus, je sais pas si on peut dire monotone, mais il y a moins d'accentuation, il y a moins d'accent dans la langue. Est-ce que c'était intéressant pour toi de découvrir, aussi une autre façon de parler français? Est-ce que parfois ça crée des petits couacs, avec les gens ou globalement ça modifiait pas la compréhension? Non, ça dépendait vraiment des interlocuteurs que j'avais en face. Par exemple, nous quand on parle, il faut qu'on puisse s'appliquer pour qu'on puisse se faire entendre. Parce il faut bien articuler. Et donc, il y avait, il y avait ce petit problème. Donc, il y a des personnes bien intentionnées qui faisaient l'effort de nous comprendre, de savoir que c'était pas notre langue maternelle. Et il y avait des personnes avec qui c'était difficile. Par un moment, on n'arrivait même pas à s'entendre et puis on laissait, quoi. Ah Voilà. ouais? Donc, ouais, parce que c'était, il y a eu une anecdote, c'était un jour à Lille, à la gare SNCF. Je venais prendre un ticket. J'ai dit bonjour madame, je souhaitais avoir un ticket. Bon, il y a eu un tic comme ça. Bon, mon interlocuteur, bah ouais, a vu en ce que comme c'était sur une note que je lui donnais, il n'y avait pas la formule, la soi-disant formule de politesse à la française, s'il vous plaît. Ouais. Donc j'essaie de dire à la personne que ouais, je venais d'arriver en France, ça faisait même pas encore 3 mois, que chez nous, c'était pas comme ça. Vous Et dites pas s'il vous ah plaît? non, oui, nous on dit pas. En fait, c'est pas dans notre culture. Chez nous déjà, en fait, juste la manière de parler, ça va quoi. Donc voilà. Donc la personne elle a dit non, vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Donc je lui ai dit que non, c'est vrai que je suis pas chez moi, mais vous devez être un peu indulgente, voilà, de comprendre que si je ne fais pas les choses, ça ne fait pas de moi une personne impolie ou une personne qui est mal éduquée ou mal élevée. Juste comprendre que c'est parce que je n'ai pas encore assimilé cela. Pour moi, c'était très difficile. Donc, du fait d'un par moment, voilà, j'ai compris qu'il fallait, si je devais faire les choses, il fallait que d'abord que je laisse les accents, il fallait que j'apprenne à rouler le R comme les autres, il fallait que j'apprenne à parler vite et appliquer comme eux. Donc, Mmh. voilà, donc je me suis dit, bon, il fallait le faire parce qu'on est en France et bon, il fallait aussi s'y intéresser. Ça n'a pas été facile, mais on l'a réussi. Et ça nous pose aujourd'hui des problèmes quand on parle, même quand on est dans nos pays, quand on parle, on nous dit, mais vous parlez comme des petits Français, et parlez comme nous, les autres. C'est vrai? Donc voilà, quoi. Oui, donc voilà. D'accord. Et tu fait, du coup, des efforts particuliers pour parler français comme les Français? Ou est-ce que je sais pas, est-ce que tu as mis en place des stratégies, ou est-ce que c'est venu comme ça avec le temps? Non, j'ai fait beaucoup d'efforts particuliers par contre. J'ai fait beaucoup d'efforts parce que, donc, par moment, j'ai commencé même je me promenais qu'avec des Français. Je fréquentais moins ma communauté. Je prenais qu'avec des Français, vraiment, pour discuter, voir un peu comment ils fonctionnent, comment ils parlent, parler comme eux. Donc vraiment, voilà, j'avais mis un peu ce gap entre moi et la communauté africaine ensemble. Non, mais vraiment, Ouais. je m'intéressais vraiment que aux activités françaises. Voilà, j'ai commencé à partir au théâtre, et même par moments à assister au concert de musique classique. Voilà.
Ouais, ouais, oui, je vois, fréquenter aussi différents milieux, mais c'est Ouais, marrant ce que tu dis sur, ce qui t'est arrivé à Lille. Je pense aussi, je pense que les Français sont, beaucoup plus indulgents avec des gens, qui sont pas francophones, donc qui parlent vraiment très mal français. Donc s'ils te tutoient, s'ils mettent pas les formes de politesse, les Français vont être indulgents parce qu'ils comprennent que la personne parle pas français, mais ils comprennent pas forcément qu'il y a des francophones qui parlent français différemment, en fait. évidemment. Je pense que ça arrive très souvent les couacs, enfin les malentendus et tout et les Français se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de français parlés dans le monde, en fait. Il y a plein de français différents et souvent les gens pensent que leur langue est en France, il y a qu'un seul français alors que non. C'est parfaitement ça. Et je me demandais, est-ce que tu as eu des moments de solitude un peu? Enfin, est-ce que parfois c'était difficile d'être loin de ton pays? Ah, c'était la chose la plus difficile. Et pas que ça, parce que c'était vraiment difficile sur deux points. En fait, être à Paris, être en France, être étudiant, faire tout pour être intégré et ne pas être régularisé et ne pas pouvoir sortir pour venir voir sa famille. Par Ouais, exemple, même après avoir été régularisé, je me rappelle le 2 octobre 2020, j'ai perdu ma maman. Ça trouve que mon titre de séjour était périmé compte tenu de la Covid et j'ai pas pu assister aux obsèques de maman parce que juste que j'avais pas de titre de séjour. Donc, j'étais obligé d'attendre à ce que la préfecture ouvre et prendre 3 jours. Et il fallait même que je fasse un scandale à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et que le préfet, le sous-préfet soit là, avec qui j'ai parlé, qui a regardé mon dossier et qui m'a dit, mais on doit vous donner, voilà, la carte RC, recherche d'emploi à création d'entreprise. Donc, c'est là que je rentre en préfecture, on me donne un récépissé qui prolonge les effets de mon titre de séjour avec qui je voyage et je viens à Abidjan pour pouvoir assister aux accès de mon moment. Donc, voilà, ça montre que vraiment, quand on est à Paris, c'est comme c'est une prison à ciel ouvert. ouais. Voilà, donc on est en prison, mais on n'est pas en prison parce qu'on ne peut pas sortir. On a peur de se faire choper par la police, de se faire rapatrier. Donc, on a même peur de sortir par moment. Et si on a un problème, soit on perd un père ou un proche, on ne peut pas participer aux obstacles parce qu'on ne peut pas sortir. Voilà la situation. C'est compliqué. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, tu vis où? Aujourd'hui, je vis à Villiers-sur-Marne. Je me suis installé à mon propre compte. Et voilà, je suis en France. J'essaie vraiment de passer à la vitesse supérieure voilà, après les études. Comme tu peux le constater, les débouchés en études de lettres sont très moyens, à part le journalisme et tout ce qui déroule autour de la communication. Donc, je me suis mis à mon Ouais. propre compte. Je suis auto-entrepreneur aujourd'hui. Et au-delà du conseil en journalisme et de stratégie éditoriale que je propose comme service, et comme vu mon parcours, je donne aussi des conseils en mobilité internationale pour les étudiants africains qui désirent venir étudier en France. Je leur donne des informations sur les différentes universités, sur les grandes écoles, comment est-ce qu'il faut réussir un entretien pour pouvoir avoir les accès dans les différentes écoles, qu'est-ce qu'il faut faire, comment rédiger une lettre de motivation. Donc voilà un peu ce que je fais. Du coup, ça fait, 7 ans que tu vis en France, c'est ça, à peu près? À peu près. On va dire 8 ans même. Ça fait 8 ans que tu vis en France, en effet, depuis janvier. Hem Et est-ce que tu retournes de manière régulière, au Mali? Le Mali, présentement, non. J'allais au Mali quand le pays a commencé à avoir des positions vraiment stables, avec beaucoup de perspectives. Voilà, je pense rentrer définitivement m'y installer avec le temps. Mais pour le moment, non, compte tenu de la situation. Je vis en Afrique, mais pas au Mali. OK, et en Côte d'Ivoire, tu y vas? Ouais, j'y vais en Côte d'Ivoire. Même là, présentement, pendant l'enregistrement, je suis à Abidjan pour des raisons professionnelles et familiales également. OK. Est-ce que tu as envie de continuer à vivre en France? Oui et non à la fois. Parce que aujourd'hui, avec la dématérialisation euh, des couches administratives en France, renouveler ce type de séjour est devenu compliqué compte tenu de la Covid. La France devient de plus en plus dure et difficile. Dur parce que pour les personnes qui ont le titre de séjour à renouveler,
difficile au point de vue administratif parce que, et même économique. Parce qu'aujourd'hui en France, pour avoir un boulot, c'est pas chose aisée. Donc, Ouais. on a l'impression qu'on est là parce que nous, on fait tout pour pour se maintenir, pour payer nos impôts en France, pour pouvoir dire merci à la France parce que d'une part, on a été scolarisé en France, on a des diplômes en France, et depuis tout petit, on pense en français, entre guillemets. Donc voilà, si on vit en France, qu'on est diplômé en France et qu'on est installé en France, et qu'on travaille en France, on souhaiterait vraiment payer nos impôts en France. Et peut-être pourquoi pas peut-être acquérir la nationalité française. Parce que je pense que le fait vivre en France, c'est un processus. Après les diplômes, c'est le travail, après le travail, c'est la nationalité. Et je pense que c'est quelque chose de méritoire. Voilà. Mais aujourd'hui, les choses deviennent tellement difficiles qu'en France, quand on n'a pas de travail, si on ne fait pas attention, on va tomber dans la déprime. Peut-être qu'après la déprime, peut-être que ce sera l'alcool, la drogue, et puis bon, on va se retrouver SDF et autres, et peut-être même on va avoir des pensées suicidaires, comme ce fut le cas avec des personnes que malheureusement que j'ai connues. Donc aujourd'hui, Ouais. je suis en train de regarder, est-ce que ça vaut aujourd'hui le sacrifice qu'on fait aujourd'hui pour se maintenir en France? Est-ce que c'est pas un sacrifice de trop? Parce que pour moi, je pense que pour les personnes qui se battent, qui sont en France, qui se battent, et quand on a, par exemple, comme dans mon nouveau statut, quand on n'a pas de chiffre d'affaires qui est inférieur qui est supérieur ou égal au SMIC, pour une autre type de séjour, c'est quasiment chose impossible. On va se retrouver avec une obligation de quitter le territoire ou une invitation à quitter le territoire français et on se retrouve dans une précarité totale. Donc, vous voyez, construire 8 ans de vie en France et ne pas être à mesure d'avoir 1 000 € d'économie et le lendemain se retrouver sans domicile fixe. Vous voyez un peu toute la charge sociale et puis toute la charge mentale qui se heurte dans la vie d'une personne. Donc, je me dis que par moment, est-ce que ça vaut tout le sacrifice qu'on a fait? Bah, avec aussi la montée en puissance de l'extrême droite et toute cette campagne de haine qui sévit en France aujourd'hui, moi personnellement, il y a une profonde remise en question qui est là, mais je me dis, bon, c'est vrai que la France nous a inculqué des valeurs, ces valeurs qu'on a acquises, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On se bat pour maintenir ces valeurs et rester en France, où on lâche, on essaie de rentrer chez nous pour pouvoir faire les choses. Et bon, comme compte tenu de la situation en Afrique subsaharienne avec la montée du terrorisme, aujourd'hui on est entre le marteau et l'enclume. Donc, alors que avec l'âge qui avance, avec les compétences qu'on a, c'est des compétences qu'on ne peut pas venir mettre au service du pays parce que le pays n'est pas stable, il n'y a pas de perspective d'emploi, il n'y a pas de perspective d'insertion quand on va revenir. Et en France, on va se retrouver sans papier et à la rue. Donc, voilà, je sais pas, tu vois un peu le dilemme qu'il y a entre qu'on vit, ouais, cette situation difficile. Ouais, non, mais je comprends qu'après 8 ans, après avoir étudié, après avoir travaillé, être encore dans une situation instable, c'est fatigant. Donc, voilà un peu, donc on est là, on se demande, Est-ce que ça vaut le coup? voilà, on se pose des questions, mais ça vaut le coup parce que, en fait, tout le sacrifice qu'on fait en France, c'est pas vu. C'est, parce qu'en France, on est vu comme des personnes qui sont à la charge de l'État. Bon, on n'est pas vu comme des personnes qui contribuent aussi à l'économie. Or, ma foi, avec les statistiques, on sait ce qu'on apporte à l'économie française, on sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on apporte. Mais bon, quand on n'est pas vu comme ça, et quand on est vu comme des personnes qui profitent que du système, j'avoue que même si on se bat, on lâche pas. Quand on se retrouve seul à la maison, on se dit, bah, c'est cause perdue. Je comprends. Et qu'est-ce qui te manque du Mali? Ah, du Mali, il y a tout. Il y a cette chaleur, il y a les caïcédras qui me manquent. Les quoi? Les caïcédras, c'est des arbres. Ouais, c'est des arbres qui sont dans des régions chaudes. Et à l'appui, il y a la famille qui manque. Et au Mali, il y a ce, je ne sais pas comment l'expliquer, il y a ce vide non comblé.
En fait, au Mali, il y a cette chaleur qu'on n'arrive pas à trouver en France. Ouais. C'est pas la chaleur qui est liée au temps ni à l'espace, mais je sais pas, cette sensation quand on arrive en famille, quand on est chez soi. Voilà, en France, mais quelque chose ce qu'on va faire, le fait d'entendre à la télévision qu'on n'est pas français de souche ou qu'on n'est pas de telle génération de français, il y a ce sentiment de rejet qu'on n'a pas, par exemple, au Mali, quelle que soit la situation, on se sent chez nous, on se sent à la maison. Voilà, c'est ce qui manque vraiment. Et est-ce que tu as trouvé des endroits, des repères, à Paris qui te rappelaient le Mali quand ça te manquait? Est-ce qu'il y avait des endroits où tu allais ou des gens que tu fréquentais quand tu avais envie de retrouver un peu du Mali? En termes de repères, en fait, c'est bizarre, mais même la dernière fois, je parlais de ça avec un de mes amis. En fait, la France, comme je l'ai dit dans l'introduction, je l'ai vécu depuis petit. Et comme je me suis beaucoup intéressé à la littérature française, en fait, donc, je m'identifie à un personnage de littérature. Tous ces personnages fictifs, Kokumbo, Samba Diallo, donc tous ces personnages, les lieux qu'on citait dans les romans africains. Donc, quand le Mali me manquait, par exemple, donc j'allais, par exemple, c'était l'édifice, c'était beaucoup, par exemple, le Vers Saint-Michel. Donc voilà, comme souvent, il m'arrivait de passer en Sorbonne, juste descendre le boulevard. Je le faisais comme Samba Diallo le faisait dans l'aventure Bibu. Donc, j'avais des repères comme des rues du 6e arrondissement, du 5e arrondissement. Ah, c'est marrant, c'est vraiment original, enfin, de s'identifier comme ça à des personnages qui justement ont vécu, cette émigration. Oui, donc ça faisait que quand je me sentais déprimé, quand je me sentais très seul, je sortais dans Paris. C'est là que j'ai commencé à découvrir Paris, le 6e, à connaître un peu l'histoire de tout ce qui se passe à Paris, les églises, voilà, les portes de Paris, Belleville, les différentes. Comme en fait, non, je me suis intéressé vraiment à la sociologie de Paris, comment Paris est né, comment, voilà, les villes résistantes, les villes qui ont cédé, ainsi de suite. Donc, j'ai compris que voilà, c'était comme ça que je m'évadais quand je me sentais vraiment seul. Et ça m'a aidé vraiment à connaître un peu la culture parisienne et à connaître un peu Paris. Et ça m'a aidé aussi à extérioriser ma solitude et vraiment à faire passer le temps, comme si je me permets l'expression. OK. Est-ce que tu étais renvoyé parfois à tes origines, ivoiro-maliennes? Est-ce qu'il y avait des choses que les gens te disaient qui te faisaient sentir, je sais pas comment dire, différent? Oui, par moment, parce que même pas mes origines, parce que déjà, en fait, et expliquer aux gens, des gens qui me disaient, hey, toi, t'es un Africain. Je me rappelle une fois, j'étais à l'université, en Sorbonne. Il y avait deux jeunes filles dans la vingtaine j'étais avec un de mes amis qui était d'Africains. Et je leur ai fait savoir que, voilà, l'Afrique, c'est un continent, c'est tellement vague que je suis pas africain, quoi. Je suis de tel pays, voilà. Il fallait pas donc, que je sois rejeté automatiquement parce que par la couleur de ma peau à un espace plus grand. Alors que dans l'espace grand, il y avait des espaces encore plus réduits qui étaient plus spécifiques à moi. Ouais. Donc voilà, donc j'ai essayé de parler comme ça. Donc c'était des histoires au début c'était vexant, mais j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes je ne devais pas m'en tenir à cela parce que ces personnes, en réalité, ne connaissaient pas. Il fallait les expliquer. C'était pas parce que c'était des personnes qui étaient racistes, ou c'est parce que c'est des personnes qui le faisaient voilà, avec une mauvaise intention, c'est parce qu'elles ne connaissaient pas. Et j'ai compris que c'est parce qu'on était à l'université, qui est l'univers de la cité, qui est la porte de tout, qui donne l'accès à tout ce qui est savoir, c'est de l'élite de demain. Être à l'université et ne pas faire savoir faire la différence entre l'Afrique et les pays de l'Afrique, je me suis dit qu'il y avait vraiment du boulot à faire. Et ça, et deuxièmement, je rappelais que j'étais africain étranger chaque fois que j'arrive en préfecture. Et je me demandais, toi qui as fait des études de lettres, est-ce que c'est très franco-français? Est-ce qu'il y a quand même, est-ce que c'est ouvert aussi sur la francophonie du monde ou... Ok, moi principalement, je me suis orienté vers les études francophones. Les littératures francophones, les études de littérature, c'est la même chose. Et études de genre. Parce que, en réalité, Paris, pour moi, c'était une forme d'introspection.
Parce que c'est à Paris, en réalité, je me suis connu personnellement. Parce que Paris, c'était une découverte pour moi. Paris, je me suis connu, j'ai fait une introspection, voilà. Donc, je me suis dit, bon, comme à Paris, j'ai commencé à me découvrir, il fallait que je parte à partir de la littérature. Je me voyais pas disponible à faire de la littérature du 18e siècle parce que je me disais que, même si j'aimais beaucoup celle du 19e siècle avec Balzac et autres, je me suis dit, il fallait que je retourne avec les études littéraires francophones et de genre. Donc voilà, je me suis un peu intéressé à la question voilà, de la mise en scène de soi, à la question de à la construction de soi dans les œuvres romanesques francophones. Et je me suis intéressé à une autrice sénégalaise qui est très bien, qui s'appelle Ken Bougou. Donc j'ai essayé de travailler sur elle. Donc après mon master, par moi, j'ai même voulu faire un doctorat sur elle, parler un peu de la question de fiction, sur la fiction du moi, autofiction. Mais après, compte tenu de la situation, compte tenu un peu de mon âge, compte tenu que les études de lettres n'étaient pas subventionnées en France, il y avait beaucoup de choses, quoi. Et je me suis dit que voilà, le doctorat, c'était une aventure de solitude. Il fallait pas que je vienne encore ajouter aussi au plaie que j'ai pu cicatriser pendant ces années. Donc, il fallait vraiment que je passe à autre chose. Ouais. C'est pour ça que l'idée du doctorat a été vraiment étranger. Le fait de venir à Paris, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des choses négatives, il y a aussi eu des choses positives. Tu dis que tu t'es quand même découvert, c'est hyper fort. Est-ce que ça te donne envie aussi, peut-être, de refaire ce processus d'installation ailleurs, dans un autre pays ou pas vraiment? Est-ce que ça t'a suffi, de faire ça en France? Non, ça m'a pas suffi parce que par moi je me demande est-ce que j'ai pas eu le goût, cette goût de liberté qui fait partie des devises de la France parce qu'en fait là même j'ai un projet de voyage en Europe du Nord où je vais découvrir le Danemark pour 3 mois. Je vais faire un peu le trip en car de Paris jusqu'en haut, jusqu'au nord, jusqu'en Finlande et autres. OK. Donc je me suis dit, en fait, je me suis dit que le plus important dans la vie d'un homme, c'était vraiment une réussite sociale, mais la meilleure réussite sociale, c'est la liberté, c'était de se connaître, de savoir ce dont on est capable, ce dont on peut faire, ce dont on ne peut pas faire. Et moi, vraiment, il a fallu que j'arrive en France pour pouvoir monter en compétence sur ces différents aspects. Donc, pour moi, je me dis qu'aujourd'hui, je peux tout lâcher, aller à la recherche de quelque chose, si je veux. Donc, je peux aller m'installer si je veux en Tanzanie, si je veux dans n'importe quel pays. Et vu la résilience que j'ai eu en France, si j'adopte la même résilience partout où je vais, je peux vraiment m'installer et sans problème. OK. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller aux personnes qui arrivent aujourd'hui en France? Si j'ai des conseils à donner, beaucoup de conseils d'ailleurs, en termes de livres, je demanderais à cette personne de lire la trilogie de Ken Bougoul. Ken Bougoul, qui lise le Babab Fou, Riwan ou le chemin de sable, et puis Cendre et Braise. C'est une trilogie vraiment qui, voilà, c'est autobiographique, en fait, ça parle du voyage de Ken Bougoul, de son Sénégal natal jusqu'en Belgique, eux revenus à Paris. Comment elle arrive, à l'époque coloniale, mai 68, tout ce décalage. Comment est-ce que dans tout ce fourre-tout, celle qui pensait que ses ancêtres étaient des Gaulois, elle se retrouve en Belgique. Voilà. Voilà, et puis elle se retrouve à Paris, elle est un peu rejetée, elle est dans une relation toxique avec un bourgeois qui habite Saint-Germain-des-Prés. Donc voilà, donc voici un peu, elle va se retrouver dans une violence conjugale ou c'est elle qu'on va interner à Sainte-Anne. Donc j'invite les gens parce que tout le monde s'y retrouve là-dedans. Et après Ken Bougoul, il y a l'aventure ambiguë qui est un classique de roman d'apprentissage pour tout jeune, femme comme homme africain qui quitte son pays pour venir en France. Il y a Kokumbo, l'étudiant noir. Vraiment, il y en a plein comme roman à conseiller. Mais vraiment, toutes les littératures de 58 jusqu'en 2003, parce qu'après 2003, un peu l'espace littéraire francophone a beaucoup changé parce que ce n'était plus du pays. Ce n'était plus, en fait, en réalité, c'était à l'époque, l'espace littéraire, c'était l'Afrique et la France ou l'Europe. C'était que Paris. Mais aujourd'hui, l'espace littéraire, c'est la banlieue,
passer par Paris et venir dans l'espace africain. Donc, c'est le retour maintenant. Ok. Voilà. Et après ça, en termes de films, il y a beaucoup de films. Il y a l'Atlantique, qui est un film que j'ai vu à Paris, au cinéma MK, qui est au Hall en face des Pompidou. Il y a, Ouais. il y a pas mal, il y a pas mal de films quand même. Mais toi, tu trouves que du coup, ça t'a aidé à la fois la littérature, les films. Moi, honnêtement, la littérature m'a beaucoup aidé. Parce que vraiment, aujourd'hui, voilà, même si la littérature m'a pas permis d'avoir un boulot décent, la littérature m'a permis de savoir qui je suis. Et je pense que c'est la question la plus fondamentale pour un homme. Quand on sait qui on sait où on va. Donc pour moi, c'est la question la plus fondamentale. Qui je suis? Qui suis-je? Voilà. Donc dans tout ce tourbillon-là, j'ai su qui je suis. Et aujourd'hui, ça va. Voilà, je sais qui je suis. Et ça me permet de m'orienter. Voilà. Toutes les littératures francophones, en réalité, c'est des littératures qu'on peut traiter de littérature d'immigration. Ou même d'immigration. Ouais. Parce qu'en fait, c'est la littérature en général qui parle de la vie d'un personnage, soit un personnage qui est construit de A à Z, mais qui reflète vraiment la vie de l'auteur. Et cet auteur, on verra que c'est un Africain qui a fait des études en France. Et d'ailleurs, par exemple, il y a le dernier en date, il y a, sans faire de publicité à mon jeune frère, Oh, bah si, vas-y. Diadier Dambélé, qui a fait un très bon roman qu'on appelle Le duel de grammaire. Le duel de grammaire aujourd'hui, qui est un très bon roman, voilà, qui parle même au-delà même de l'immigration. En fait, il y a l'aspect linguistique qui est là, le mobile, au-delà même de l'aspect immigration, duel et autres, il y a le mobile qui est là, la langue française. Sans cette langue, aujourd'hui, nous, on aurait moins de problèmes et beaucoup de problèmes Ouais. à la fois. Donc, cette langue aujourd'hui, elle nous permet à nous de créer un gap entre nous et les personnes qui sont en zone rurale. Et donc, même déjà, souvent même avec nous, dans notre propre société, dans notre propre famille, vu on perd notre dialecte et on ne la maîtrise pas, on est traité un peu de toubab. Donc, ça fait que, voilà, donc il y a cette forme voilà, d'exclusion temporelle, juste parce qu'on maîtrise le médium linguistique du colon ou de l'ancien colon, si je me permets l'expression comme ça. Et donc, cela est très important parce que voilà, et puis ces littératures sont en langue française. Donc, voilà, donc, je pense que ce livre va aider vraiment beaucoup de ces personnes qui vont s'en procurer. Ça va vraiment les aider vraiment à comprendre un peu leur chemin parce que, voilà, le jeune Amat, voilà, il va quitter, un jeune Tubulan qui va quitter Bamako pour aller, qu'on va renvoyer au village. L'auteur nous donne un peu toutes les informations de sa jeunesse, sa biographie. Donc, on a vraiment tellement d'éléments biographiques qui renvoient à l'auteur, quoi. Aujourd'hui, l'auteur est installé à Paris, en France. Donc, on voit un peu ce que ça fait. Donc, presque toute la littérature africaine, c'est de la littérature d'immigration. Soit on va quitter la province pour aller dans la capitale, comme on le fait au 19e siècle en France, monter à Paris, ou soit on va quitter Paris pour aller en province parce qu'on a échoué. Et voilà, donc, alors que chez nous, on quitte nos capitales ou nos provinces, on vient dans nos capitales et venir à Paris. Et rarement, quand on fait le chemin inverse, les mains vides, ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Voilà, voilà, c'est un peu comme tout. Donc, c'est des romans vraiment d'apprentissage, c'est des romans d'immigration et c'est des romans qui met en opposition deux espaces, qui est l'espace africain et l'espace européen. Si vous êtes intéressé pour participer au podcast ou que vous connaissez quelqu'un qui le serait, n'hésitez pas à me contacter via le Facebook ou l'Instagram des Racines ou à l'adresse mail desracinepodcast@gmail.com. Merci pour votre écoute et à dans 2 semaines.